Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée à l'attentat qui a touché à Bagdad le siège de l'ONU, frappé cet après-midi par une explosion provoquée par un camion piégé. Le plus haut fonctionnaire des Nations Unies en Irak, Sergio Vieira Di Mello, est décédé dans cet attentat. Selon un bilan encore provisoire, il y aurait au moins 14 morts et des dizaines de blessés. L'indignation est unanime. Ce soir, Jean-François Mattei a annoncé la création d'une commission pour évaluer les conséquences sanitaires de la canicule. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin a relancé la polémique en parlant de manque de personnel dans les hôpitaux. La question des indemnités de Jean-Marie Messier examinée par la justice new-yorkaise. Au-delà de ce cas particulier, ce sont les indemnités de départ des grands patrons qui sont aujourd'hui mises en cause. À 2 semaines de la rentrée des classes, on se bouscule déjà dans les rayons de fournitures scolaires. 184 €, c'est le prix moyen du panier pour une entrée en 6e. Sortie demain du dernier film d'André Téchiné, Les Égarés. Emmanuelle Béard incarne une jeune veuve dans les débâcles de 1940. Emmanuelle Béard, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. La violence en Irak a pris aujourd'hui une dimension internationale. Cet après-midi, c'est le siège des Nations Unies à Bagdad qui a été dévasté par l'explosion d'un camion piégé. Le représentant spécial de l'ONU, le Brésilien Sergio Vieira Di Mello, est décédé dans cet attentat. Sur le terrain, on parle d'au moins 14 morts et de dizaines de blessés, mais beaucoup de victimes sont encore sous les décombres du bâtiment qui abritait 200 personnes. Bertrand Coq. Conférence de presse de routine au siège de l'ONU à Bagdad, le thème du jour, le déminage. Il est 16h30, une explosion vient d'éventrer le bâtiment de 5 étages. À l'intérieur, c'est la nuit, la fumée, la poussière, les blessés qui cherchent la sortie. Pas de panique, diront plus tard des journalistes présents lors de la conférence de presse, mais de l'entraide et du courage. À l'extérieur, c'est le chaos, l'incendie. Les secours qui s'organisent, les premiers soldats américains sur les lieux. Il y a des blessés par dizaines, des morts. Des témoins racontent un camion jaune, d'autres une voiture, un véhicule piégé en tout cas, un attentat suicide. Après l'explosion, j'ai réussi à sortir grâce à mon chef qui m'a aidé. Mais entre ceux qui sont encore à l'intérieur et ceux qui sont dehors, je ne sais pas combien il y a de blessés. Sergio Di Mello, le représentant spécial de l'ONU à Bagdad, est coincé sous les décombres. Il est mourant. Les heures passent sans qu'on parvienne à le dégager. Ils étaient plus de 200 à l'intérieur, personnels locaux et fonctionnaires internationaux, dont les plus touchés sont évacués vers tous les hôpitaux de la ville. Il n'y a pas eu vraiment de panique, confirme ce représentant de la Banque mondiale. Les gens savaient quoi faire, c'était plutôt rassurant, mais j'ai vu des blessés qui étaient vraiment salement touchés. Au fil des heures, le bilan ne cesse de s'alourdir. 14 morts, plus de 50 blessés. Un nouveau défi pour les Américains qui n'auront pas su protéger le siège de la communauté internationale à Bagdad. Nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner et Philippe Jasselin étaient sur les lieux quelques minutes après cet attentat. Ils ont rencontré des habitants indignés, révoltés et excédés par cette escalade de la violence qui touche aujourd'hui beaucoup des leurs. La fuite, coûte que coûte. 15 minutes après la première explosion, on parle d'une seconde. Les soldats américains courent dans tous les sens. Ils ne parlent plus, ils hurlent. L'explosion s'est entendue des kilomètres à la ronde. Les Bagdadis viennent aux nouvelles. Certains sont venus chercher un proche blessé. Au milieu du balai des évacuations, personne ne cache son dégoût. On ne peut pas accepter une chose pareille. Ce n'est pas le QG de l'armée américaine ici, ce sont les Nations Unies. Ils sont là depuis 12 ans. Qui est mort, qui est blessé? Les Irakiens. Et ça, on n'a pas le droit. Je ne peux pas imaginer que des Irakiens aient pu faire ça. Ce sont nos frères qui sont morts, des pauvres gens qui travaillaient dur. Pendant que les pompiers éteignent l'incendie, les soldats élargissent le périmètre de sécurité. La foule est repoussée sur le pont qui enjambe la 4 voies. Les Bagdadis observent de loin ces ruines avec l'impression d'une violence inéluctable. La sécurité augmente tous les jours. On n'a pas de gouvernement, pas de loi pour empêcher ça. J'espère qu'un jour, si Dieu le veut, on retrouvera un beau pays. C'est énorme ce qu'il s'est passé, nous dit cette femme. Tout est possible maintenant, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand.
Pendant ce temps, les soldats et des membres des Nations Unies fouillent des décombres, encore des morts et des blessés, comme tous les jours. Stéphane Breitner, vous êtes avec nous en direct de Bagdad. On l'a vu dans votre reportage, la population est vraiment excédée par cette violence qui n'a cessé de grandir ces dernières semaines. Ah oui, c'est exactement l'expression que l'on peut utiliser, tellement cette violence devient de plus en plus meurtrière et puis surtout de plus en plus structurée. Cela a commencé il y a 2 mois avec des escarmouches de nuit, des tirs au pistolet contre des soldats et puis nous avons eu des successions d'attaques aux lance-roquettes contre les patrouilles américaines. On a franchi une nouvelle étape il y a 15 jours avec le premier attentat à la voiture piégée contre l'ambassade de Jordanie. Et puis ensuite, ce sont les Irakiens eux-mêmes, leur vie qui a été directement visée par les sabotages de l'oléoduc Irak-Turquie et puis celle d'une grande conduite d'eau à Bagdad le week-end dernier. Alors ce soir, on se retrouve avec d'un côté des Irakiens qui sont totalement exaspérés par cette insécurité grandissante et puis cette reconstruction qui n'avance pas, et puis de l'autre des Américains, des soldats de plus en plus nerveux, tellement cette violence peut frapper n'importe où et n'importe quand. Bref, on s'attend ce soir à des jours difficiles et avec le nouvel attentat, on imagine très mal comment les choses pourraient s'arranger dans de meilleurs cas. Merci beaucoup Stéphane. Et bien sûr, les réactions d'indignation se multiplient ce soir. Jacques Chirac vient d'exprimer sa consternation et sa colère. Dans un message au secrétaire général des Nations Unies, le chef de l'État français parle, je cite, d'actes odieux. La Grande-Bretagne condamne elle aussi, je cite, cette attaque cruelle. George Bush a promis que le monde civilisé ne serait pas intimidé par cet acte. Et puis au siège des Nations Unies à New York, on parle d'une tragédie. Pascal Golomer. Nous sommes très loin de Bagdad, mais au siège des Nations Unies, l'information a très vite parcouru les couloirs, comme une onde de choc. Et les fonctionnaires de se presser autour des postes de télévision pour tenter d'en savoir davantage. Difficile, voire impossible pour eux, de joindre qui que ce soit à Bagdad. Nous avons des collègues qui sont partis là-bas, nous dit cette femme. C'est pour cela que nous regardons les informations, pour comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde a été profondément choqué parce que, dans le fond, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Au Conseil de sécurité, les 15 ambassadeurs n'avaient pas encore appris la mort du représentant spécial de l'ONU, Sergio Vieira de Mello, lorsqu'ils sont venus devant les journalistes prononcer un premier communiqué, une condamnation ferme et un message de détermination. De tels actes terroristes ne parviendront pas à briser la volonté de la communauté internationale d'intensifier ses efforts pour aider le peuple irakien. Kofi Annan était en Europe. En attendant son retour à New York, c'est son porte-parole très abattu qui s'adresse aux journalistes. Alors qu'au même moment, dans son ranch du Texas, le président Bush s'adresse à la nation. Le choix de leur cible révèle une nouvelle fois que ces assassins sont les ennemis du monde civilisé. Tout le monde ici au siège de l'ONU s'apprête à vivre des heures difficiles lorsque les noms des victimes seront rendus publics. Des hommes et des femmes qui sont partis en Irak pour remplir leur mission, aider les Irakiens. Sergio Vieira de Mello était le plus haut fonctionnaire de l'ONU présent en Irak. C'était un diplomate spécialiste des questions humanitaires et de la reconstruction de pays. Il avait notamment été chargé d'administrer le Kosovo à l'issue de la guerre. Il avait été envoyé en Irak pour jouer un rôle de médiateur. Jérôme Bonny. En arrivant début juin à Bagdad comme représentant des Nations Unies, Sergio Vieira de Mello savait qu'il n'aurait pas la tâche facile, avec la marge de manœuvre extrêmement étroite que lui laissaient les États-Unis. Mais il en avait vu d'autres. Depuis un quart de siècle, le diplomate de l'ONU avait promené son élégante silhouette dans les lieux les plus troublés du globe, ici au Kosovo, en mai 1999. Quelques mois plus tard, il passera la main à Bernard Kouchner pour administrer la région. Derrière son apparente désinvolture, le diplomate de l'ONU cachait une ténacité d'acier toujours nécessaire quand on s'attaque à la reconstruction de pays ravagés par la guerre. À Bagdad, sa priorité était de rendre le plus rapidement possible le pouvoir aux Irakiens, comme il le déclarait encore il y a un mois
dans cette salle de conférence aujourd'hui détruite par l'attentat. Aucun étranger ne peut gouverner ce pays. Seuls les Irakiens ont la capacité et le droit d'administrer l'Irak. C'est une question de temps. Paul Bremer, l'administrateur américain, se retrouve maintenant seul face à l'avenir de l'Irak, plus incertain que jamais. Alors qu'il est, cet acte n'a pas été revendiqué, les autorités américaines examinent les liens possibles entre cet attentat et celui qui avait touché l'ambassade de Jordanie il y a 15 jours à Bagdad. Mais pour l'instant, toutes les hypothèses sont examinées. Hervé Guéquier. Qui a frappé les Nations Unies et dans quel intérêt? Au moins 2 hypothèses semblent se dégager. Tout d'abord la piste irakienne. Régulièrement, des groupes affirmant être des fédayines apparaissent sur les chaînes arabes d'information continue. Hier, par exemple, sur cette vidéo diffusée par Al Jazeera, ces hommes évoquent les pertes que subissent désormais chaque jour les Américains, des pertes indiscutables depuis des semaines. Attaques de convois et de patrouilles, sabotage d'oléoducs et attentat le 7 août dernier contre l'ambassade de Jordanie, alliée de Washington. L'homme qui guide ou qui influence ces fédayines pourrait bien être Saddam Hussein en personne. Dans son dernier message, une bande sonore qui daterait du début du mois, il appelle les Irakiens à résister aux forces américaines. Mais le document n'a pas pu être identifié et personne n'est en mesure d'affirmer l'authenticité du discours. La deuxième piste est islamiste. La semaine dernière, un porte-parole d'Al-Qaïda s'est félicité des pertes subies par les troupes de Washington et de Londres en Irak. Et déjà en février dernier, avant la guerre, un enregistrement attribué à Ben Laden prévenait les Américains. Ces attaques ont infligé aux Américains et aux Israéliens des pertes qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Mais quelle que soit la piste, c'est une fuite en avant dans la violence. À mon avis, il s'agit d'une politique de terre brûlée qui s'attaque aux infrastructures qui servent le peuple irakien, qui s'attaque aux représentations étrangères, à commencer par l'ambassade de Jordanie il y a 2 semaines et du siège de l'ONU aujourd'hui. Ce soir, c'est l'incompréhension. Les Nations Unies n'ont qu'un rôle marginal en Irak. Mais le fait que l'ONU soit frappée montre à quel point toute présence étrangère à Bagdad est une cible pour les groupes extrémistes. Étienne Lénart, on l'a entendu, la consternation est unanime, mais ce soir, cette tragédie pose de nouvelles interrogations. Oui, et la première de ces questions est terriblement brutale, mais pourquoi avoir effectivement visé l'ONU alors même que l'organisation internationale n'est plus engagée ni militairement ni politiquement en Irak depuis le début des hostilités, depuis la guerre qu'ont menée les États-Unis? L'ONU ne servait qu'à aider sur le plan humanitaire la population irakienne. Alors la première explication est terriblement pragmatique. Il semble que l'immeuble qui abritait le personnel onusien était beaucoup moins protégé que d'autres immeubles occupés notamment par les soldats de la coalition. Et puis il y a une raison peut-être beaucoup plus large, c'était aussi une façon de dire pour les terroristes qu'ils s'attaqueraient désormais à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une occupation étrangère en Irak. Et puis la deuxième question concerne évidemment l'attitude des Américains. Plus les semaines passent, plus les Américains se retrouvent dans ce bourbier que beaucoup leur promettaient avant la guerre, en leur disant vous allez gagner le conflit, mais vous verrez ce sera beaucoup plus difficile de gagner la paix. Eh bien l'attentat d'aujourd'hui est vécu à Washington, on l'a entendu comme une nouvelle provocation, mais en même temps il renforce la détermination du président américain qui considère qu'il n'a de toute façon pas le choix. Partir aujourd'hui serait un terrible aveu d'impuissance et en plus M. Bush sait qu'il dispose du soutien d'une majorité de sa population. Merci Étienne pour cette analyse et j'ajoute que juste avant cet attentat, l'armée américaine a annoncé la capture de l'ex-vice-président irakien. Taha Yassin Ramadan était l'ancien bras droit de Saddam Hussein. En France, au lendemain de la démission du directeur général de la Santé, Jean-Pierre Raffarin a choisi ce matin de contre-attaquer. Il défend l'attitude du gouvernement et s'interroge sur les dispositifs d'alerte. Le Premier ministre qui parle aujourd'hui de manque de personnel dans les hôpitaux. Isabelle Quintard, Laetitia Fouque. Au bord de l'asphyxie, les services d'urgence le sont régulièrement chaque été. Le manque d'effectifs, la fermeture de lits ne sont pas une nouveauté. Mais avec la canicule et les victimes en nombre, la situation est vite devenue critique. Ce qui fait dire à Jean-Pierre Raffarin que cette dernière semaine, le problème n'était pas qu'il manquait des ministres à Paris, mais du personnel dans les hôpitaux. Un argument qui ne tient pas selon certains soignants. Sur le terrain, pour répondre à l'urgence, les congés ont été écourtés. Spontanément, les médecins sont revenus apporter leur aide.
Le problème du personnel, à vrai dire, pour ce qui est du personnel médical, on a eu absolument tous les effectifs qu'on voulait et une suppléance parfaite d'un service dans l'autre quand il y avait une suractivité. En ce qui concerne le personnel soignant infirmier, là aussi il y a eu un effet de solidarité, ce qui fait que petit à petit les équipes ont été complètement présentes. Pour ce médecin, ce qui a posé problème, c'est davantage l'état dans lequel sont arrivées les victimes. Des personnes âgées et isolées qui ont souvent tardé à venir. Il est vrai que les hommes politiques devraient se poser beaucoup de questions par rapport aux personnes âgées qui vivent en France. Elles sont souvent très très seules et je pense qu'il y a une grande réflexion à faire. Parce que nous avons reçu des personnes âgées, des maisons de retraite, des maisons de santé, dans des états très très précaires. La prévention a-t-elle été suffisante? Comment aurait-on pu alerter plus tôt ces personnes âgées? Deux questions qui mettent en lumière les difficultés actuelles du système de santé français. Oui, on l'a entendu dans le reportage, cette crise sanitaire liée à la canicule met en lumière les problèmes de la qualité de la prise en charge des personnes âgées. Elles sont 12 millions de plus de 60 ans en France, 80% vivent à leur domicile. Certains professionnels dénoncent aujourd'hui la politique d'économie du gouvernement, crédits gelés dans les maisons de retraite et durcissement des conditions d'accès aux allocations. Laurence Deleur, Anthony Masto. Une aide à domicile vient s'occuper d'Albertine. Une assistance dont la vieille dame ne pourrait pas se passer. Mais 81 ans et la chaleur, je ne pourrais rien, elle fait tout. Elle fait tout, c'est-à-dire qu'elle fait mes repas, elle fait la vaisselle et tout, elle range tout, vous voyez, d'abord c'est elle. Si le lit n'est pas fait, c'est elle qui le fait, etc. Parce que je ne peux rien faire. C'est grâce à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qu'Albertine peut bénéficier d'une telle aide. En 2 ans, 670 000 personnes âgées ont obtenu ce même financement. Un succès qui a un coût, 1,2 milliard d'euros de plus que prévu. Conséquence, en mars dernier, l'APA a été revue à la baisse. Jusque-là, les personnes touchant moins de 949 € par mois étaient exonérées de toute participation au financement de l'allocation. Avec cette réforme, le plafond est tombé à 623 €. Et pour les autres, leur cotisation est passée à 12% contre 5% auparavant. Autre coupe sombre, elle concerne les maisons de retraite. Un plan de modernisation sur 5 ans prévoyait une enveloppe de 180 millions d'euros par an pour financer l'embauche de personnel soignant. Une enveloppe diminuée de 100 millions d'euros en 2003. Et pourtant, dans cette maison de retraite de Saint-Ouen comme ailleurs, les besoins sont criants. Vous vous rendez compte, je vais vous donner un exemple, pour cet après-midi, pour 80 résidents, j'ai une seule infirmière, 2 aides-soignantes. La France aurait 3 à 4 fois moins de personnel soignant que certains de ses voisins européens. Pour les professionnels, un plan Marshall s'impose. Ce soir, le ministre de la Santé a annoncé une mission pour évaluer les conséquences sanitaires de la canicule. Au-delà des chiffres impressionnants de surmortalité, il faudra maintenant prendre en compte les séquelles des personnes âgées qui sont toujours hospitalisées. La plupart ne pourront pas regagner leur domicile et pourtant, il faudra libérer les lits dans les hôpitaux. Sophie Rodier, Éric Delagneau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux? Oui, il commence tout juste à se remettre. Il suffit que le soleil soit présent pour que... Quand le soleil tape trop fort, ça peut être très dangereux, vous vous en souvenez? Il y a une semaine, Maurice est admis aux urgences complètement déshydraté. 40 degrés de température, à 76 ans, la canicule a provoqué des séquelles irréversibles. Puis de temps en temps, vous perdez un petit peu la mémoire? Oui, mais sur des faits extrêmement précis. Et moi, vous m'avez déjà vu? Non, c'est la première fois que j'ai ce plaisir. D'accord. Pas tout à fait quand même. En fait, elle le voit tous les jours. Avant son hospitalisation, Maurice vivait seul, complètement autonome. Il s'occupait même de son frère handicapé. Aujourd'hui, impossible d'envisager un retour à la maison. Il est par moments désorienté, il ne sait plus très bien où il est, donc il ne peut pas rentrer chez lui et puis vaquer à ses occupations, aller faire ses courses, sortir, aller chercher ce qu'il lui faut pour survivre. Troubles neurologiques, complications cardiaques, les 3/4 des personnes âgées victimes de la canicule ont besoin d'une longue rééducation. Mais les centres spécialisés sont complètement saturés. Écoutez, je vais explorer d'autres pistes et puis je vous recontacte éventuellement. Hein, bien sûr, je vous remercie.
Il n'y a pas de raison qu'ils restent ici, le problème aigu ayant été résolu, et ils ne sont pas assez bien pour rentrer chez eux. Tous les services de l'hôpital ont été réquisitionnés pour accueillir les personnes âgées. Consultations et interventions chirurgicales reportées au détriment des autres malades. Ils ne vont pas pouvoir attendre plus longtemps. Donc, si vous voulez, ce qui n'était pas urgent la semaine dernière peut le devenir cette semaine. L'hôpital s'est donné une semaine pour reprendre une activité normale. Hier, l'ancien PDG d'Alstom créait la surprise en renonçant à ses indemnités de départ qui lui avaient déjà été versées. C'est une première en France. D'autres s'accrochent coûte que coûte à leurs indemnités. C'est le cas de Jean-Marie Messier. Vivendi Universal se bat sur tous les fronts, en France comme aux États-Unis. Et ce sont les conseils d'administration qui sont au cœur de la tourmente. Séverine Lebrun, Maxime Soulard. Merci, mesdames et messieurs. Jean-Marie Messier avait toujours dit qu'il ne prendrait pas de parachute doré s'il devait quitter Vivendi. Et pourtant, c'est presque en catimini qu'il a négocié 20 millions d'euros d'indemnité avec 2 administrateurs de l'entreprise. Un accord sans valeur selon Vivendi, puisqu'il n'a pas été soumis à la totalité du conseil d'administration. L'actuel PDG, Jean-René Fourtou, refuse donc catégoriquement de verser cette prime. Un imbroglio juridique qui relance le débat sur les parachutes dorés, des sommes qui apparaissent parfois en décalage avec les performances des patrons. Il est évident que d'une part le président et d'autre part les conseils d'administration auront de plus en plus à cœur d'éviter la critique, que ce soit des actionnaires ou des salariés, et donc de consentir des indemnités trop importantes. Quand Jean-Marie Messier a quitté Vivendi, l'action avait perdu près des 2/3 de sa valeur. Selon les actionnaires, les conseils d'administration ne remplissent pas leur rôle de contrôle des rémunérations des patrons. Un PDG qui s'en va, qui est forcé de s'en aller parce qu'il n'a pas bien rempli sa mission, je ne vois pas en vertu de quoi les actionnaires vont être obligés de se cotiser pour lui verser une fortune à son départ. Il n'y a aucune raison d'être récompensé d'avoir mal géré ou de n'avoir pas su gérer. Hier, Pierre Bilger, l'ex-PDG d'Alstom, a renoncé à près de 4 millions d'euros d'indemnité de départ. Selon ses termes, il ne voulait pas être un objet de scandale auprès des salariés et des actionnaires d'Alstom, peut-être un premier pas vers une moralisation des pratiques des grands patrons. En Corse, la façade de la gendarmerie de Vico a été mitraillée la nuit dernière par des individus circulant en voiture. 3 impacts de balles ont été relevés, mais il n'y a pas eu de blessés. Au mois de juillet, les locaux de cette même brigade avaient déjà fait l'objet d'une tentative d'attentat. La juge d'instruction française a rencontré cet après-midi ses homologues lituaniens pour faire un point sur le dossier Trintignant. A priori, la mise en examen de Bertrand Cantat ne devrait intervenir que jeudi. Sur place, Zinedine Boudaoud, Abdel Jouyache. La juge Nathalie Turquet quitte le parquet de Vilnius comme elle y était arrivée, fuyant les journalistes et bouche cousue, ou presque. Votre journée s'est bien passée, vous avez pu consulter la procédure lituanienne. Plus fructueux que la vôtre, pardon. Silence de la magistrate parisienne, silence aussi du procureur de Vilnius. Leur première journée de travail en commun a pourtant été bien remplie. Nathalie Turquet a pris connaissance de certaines pièces du dossier lituanien. En premier lieu, les résultats des analyses toxicologiques pratiquées sur Marie Trintignant et Bertrand Cantat. Les juges ont également entendu un témoin, un Anglais qui occupait dans cet hôtel luxueux de Vilnius une chambre voisine de celle du chanteur de Noir Désir et sa compagne. Demain matin, ce sera le tour d'un technicien du film dans lequel tournait Marie Trintignant. Ce régisseur lituanien est soupçonné d'avoir vendu de la drogue au célèbre couple. Les enquêteurs français veulent savoir si le chanteur était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue au moment des faits. Son audition, programmée pour demain, pourrait être reportée d'une journée. Du fond de sa cellule, Bertrand Cantat prépare sa confrontation avec la juge Nathalie Turquet. Son avocat lui a rendu visite aujourd'hui. Il a trouvé le chanteur dans un état de santé satisfaisant, même s'il a déjà perdu, selon lui, entre 8 et 10 kilos. Libérés hier, les 14 otages européens détenus au Sahara pendant plus de 5 mois sont ce soir en sécurité. Ils sont actuellement en route vers la capitale malienne Bamako où 2 avions les attendent pour les ramener en Europe. Une libération qui suscite bien des interrogations en Allemagne sur le versement éventuel d'une rançon aux ravisseurs. Le Libéria vient de tourner la page de 4 ans de guerre civile. Les rebelles et le gouvernement ont signé hier soir un accord de paix global. Un accord qualifié d'historique par les États-Unis qui appelle les parties à respecter leurs engagements.
Et puis, on vient d'apprendre, selon des témoins de l'agence Reuters, qu'une explosion vient de se produire dans un bus à Jérusalem. Pour l'instant, pas plus d'indications. 3 fusillades depuis 9 jours en Virginie occidentale. Il n'en fallait pas plus aux Américains pour revivre la psychose des tireurs fous à Washington. C'était il y a un an. Pour l'instant, les enquêteurs disposent de bien peu d'éléments. Jacques Cardoz. Une station-service pour décor, des victimes tuées à distance égale. Et voilà la police américaine convaincue d'avoir affaire une nouvelle fois à un tireur isolé. Nous allons maintenant baser notre enquête sur l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un tueur en série. Les 3 meurtres ont eu lieu dans des stations-service situées autour de Charleston. 3 nuits différentes en une semaine et un même mode opératoire. Le tireur se situait à 45 mètres de sa victime. À chaque fois, il a utilisé un petit calibre. L'un des policiers de cette ville de l'Est des États-Unis croit pouvoir donner le signalement du véhicule utilisé. C'est un véhicule noir ou sombre, le genre pick-up. Il a un aileron doré à l'arrière, des vitres blindées, et il est occupé par un homme blanc de forte corpulence. L'émotion est vive dans cette petite ville d'où est originaire l'une des victimes. Ici, la psychose semble gagner peu à peu certains des 800 habitants. Depuis la 3e attaque, on a vraiment peur parce qu'on ne sait jamais. Il suffit d'aller faire le plein et on vous tire dessus. L'hypothèse d'un tireur isolé fait craindre à l'Amérique tout entière le cauchemar de l'an dernier. 2 hommes avaient semé la terreur dans la région de Washington, tuant 10 personnes. Des agents du FBI qui avaient participé à l'enquête ont été dépêchés dans la région de Charleston, tant les similitudes entre les 2 affaires sont importantes. Jusque-là utilisés dans les enquêtes criminelles, les détecteurs de mensonges intéressent aujourd'hui les assureurs de Grande-Bretagne. La technique leur permet de déterminer si une personne ment lors de sa déclaration destinée à établir un contrat d'assurance. Dorothée Cochard. On m'a volé mon sac à main. On m'a piqué mon appareil photo à la piscine. 7% des déclarations aux compagnies d'assurance britanniques seraient de purs mensonges. Moi, si je savais que je pouvais m'en sortir, j'hésiterais pas à raconter des bobards. Je paye 4 500 € d'assurance par an. Alors vous voyez, je me sentirais vraiment pas coupable de faire une déclaration frauduleuse. Des assureurs anglais auraient trouvé la parade grâce à cette machine, une sorte d'analyseur de voix. Le combiné téléphonique est relié à un ordinateur. Le logiciel analyse les intonations de l'assuré. Lorsque vous dites un mensonge et que vous savez que ce mensonge aurait de graves conséquences s'il était découvert, cela charge votre voix d'un certain niveau de stress qui n'est peut-être pas audible, mais qui est techniquement mesurable. Exemple à l'appui, à en croire le matériel de démonstration fourni, dans l'affaire Lewinsky, Bill Clinton ne serait jamais passé au travers de l'oreille avisée de ce logiciel. Mensonge publicitaire aux yeux des associations de défense des libertés individuelles. Nous savons très bien que les détecteurs de mensonges, au même titre que les études graphologiques, ne sont pas fiables. C'est plus un jeu de communication qu'une réelle méthode antifraude. Et quand bien même le logiciel n'aurait qu'une vertu dissuasive, les assureurs britanniques s'en contenteraient bien. Les déclarations frauduleuses leur coûteraient chaque année la bagatelle d'1,5 milliard d'euros. Cette 3e semaine du mois d'août a déjà un petit air de rentrée des classes. Beaucoup de monde en ce moment dans les rayons des fournitures scolaires et difficile pour les parents de résister à la pression des enfants. La Fédération nationale des familles de France estime à plus de 184 € le coût d'un enfant entrant au collège. Laurent Bailly, Michel Levasseur. L'heure de l'assaut a sonné. La mission d'Alice et de Claire, trouver au gré des rayons des fournitures de rentrée à la fois plaisante et bon marché, mission quasi impossible. T'as pas regardé le prix là, hein? Pas trop, non. C'est qu'ici les tentations sont légion. Ces classeurs, estampillés Harry Potter, Yu-Gi-Oh, Barbie, Titeuf, 3 fois plus chers que les fournitures moins tendances, sont aussi les plus demandées. Alors il y a les parents qui résistent et ceux qui cèdent. Je veux un Titeuf, ouais. Mon enfant il a avec Titeuf. D'accord. Et si c'est plus cher que les autres, c'est pas grave? Non, du moment que ça lui fait plaisir, non. Je suis contre la dictature des marques, donc voilà. Je pense que pour un même produit qui est marqué Lulu Castagnette ou Carrefour, c'est le même produit, je tiens pas à mettre plus cher. Dans chaque famille de fournitures, comme ici ces cahiers de texte, le prix peut varier du simple au quintuple. Au rayon cartable, c'est sur les nouveautés que le magasin engrange ses meilleurs bénéfices.
c'est des marchés qui vont fluctuer. Yu-Gi-Oh, ça se trouve l'année prochaine va retomber comme sont retombés les Pokémon et les Digimon. En attendant, ça part comme des petits pains là. C'est vrai. Il t'en faut un pour les maths et un pour l'histoire géo. Cette année, Alice et Claire devront se passer d'un nouveau cartable. Mais pour tous ceux qui s'équipent entièrement, l'addition est salée. Entre les vêtements, le cartable et tout ça, il faut compter à peu près facilement 200 € pour la rentrée. Combien d'enfants? Un seul. Total aujourd'hui 70 €. Hélène, la maman, s'en sort à moindre frais, mais il faudra renouveler le matériel tout au long de l'année. C'est demain que s'ouvrira le festival de théâtre de rue d'Aurillac, une 18e édition marquée par la présence d'intermittents toujours mobilisés contre le protocole d'accord sur l'Unédic. Les intermittents espèrent bien élargir leur mouvement à d'autres secteurs sociaux. Abdel Mostefa, Mathieu Drojoux. Je pense qu'on pourra construire ensemble un monde meilleur. D'autres mondes existent. Merci. Premier spectacle d'Aurillac, le ton est donné. Avec des slogans entendus dans le Larzac, le directeur du festival annonce un rendez-vous militant avant de laisser la place aux comédiens. Dans cette compagnie, 22 intermittents. Ils transforment un square en un pays imaginaire, la Turaki, avec un texte adapté aux circonstances. Tout à coup, de qu'est-ce qui s'est passé chez nous en Turaki, fin du 14e Gochi. Le festival d'Aurillac ne peut pas avoir lieu de manière habituelle, ça doit être autre chose. Et donc on a un peu mis à plat nous tout ce qu'on avait prévu de faire ici pour l'actualiser. Au festival de Chalon-sur-Saône, avec des spectacles annulés ou perturbés, la profession s'était entre eux déchirée. Cette fois-ci, grévistes et non-grévistes semblent vouloir cohabiter. Leur mot d'ordre, rester unis et combatifs, malgré la signature de l'accord. La raison aussi de maintenir la lutte pour tout le monde, et ça je pense que tout le monde est convaincu là-dessus, c'est qu'on pense que la rentrée sociale du printemps de l'automne sera très très déterminante, que des luttes interprofessionnelles vont se mettre en place. Répétition grandeur nature de cette rentrée sociale annoncée, en fin d'après-midi dans les rues d'Aurillac, dans le même cortège, Confédération paysanne, cheminots, professeurs et intermittents. Dans l'arrière-pays niçois, les habitants du petit village de Roquebillière se préparent à engager un bras de fer avec l'État. La préfecture envisage d'évacuer une partie de la population en raison des risques de glissement de terrain. Mais voilà, les villageois font de la résistance pour préserver leur maison. Olivier Théron, Frédéric Serruli. Sous des apparences bien tranquilles, Thérèse est une résistante, comme tous les habitants de Roquebillière. Pour elle, pas question d'évacuer le village, comme le demande le ministère de l'Environnement. Depuis 30 ans qu'il n'y a plus eu aucune surveillance, eh bien, rien n'a bougé. Mais rien. C'est vraiment... Enfin, on n'est quand même pas fou, parce que s'il y avait quelque chose, vous pensez bien que je risquerais pas la vie de mes petits-enfants. Le risque, c'est ce qui s'est passé le 24 novembre 1926, après 40 jours de pluie. De la montagne gorgée d'eau, une coulée de boue de 20 000 mètres cubes dévale jusqu'au village de Roquebillière. Des maisons sont emportées, il y a 19 morts. Un nouveau village est construit pour reloger les habitants en sécurité de l'autre côté de la Vésubie. Mais très vite, les maisons du village historique sont de nouveau habitées et malgré une nouvelle alerte en 71 et un arrêté d'évacuation en 77, la vie continue comme si de rien n'était. C'est la loi Barnier sur l'évacuation des sites dangereux qui relance le débat en 97. Un collège d'experts a tranché. Aujourd'hui, et là je crois que tous les experts sont d'accord, un jour ou l'autre, il y aura un glissement et les experts français, qui sont en fonction des lois françaises existantes aujourd'hui, considèrent que ce n'est pas possible de garantir la sécurité des gens. Les habitants, regroupés en associations, aidés par le maire et le conseil municipal, réfutent ces conclusions. Ils ont fait réaliser 5 expertises qui en attestent. Nous ne nions pas le risque, mais nous pensons que le risque est gérable à condition de mettre en place une surveillance sérieuse et à condition que soient réalisés certains travaux. Querelle d'experts sur fond de levée de boucliers des villageois. Il faudra de nombreuses années pour trouver la solution au casse-tête expulsion. 5 ans au minimum. En attendant, le danger restera imminent. Les mondiaux d'athlétisme s'ouvriront samedi au Stade de France. Après le 0 pointier des Jeux de Sydney, les tricolores ont pour objectif affiché de décrocher plus de 3 médailles. Parmi les prétendants, Muriel Urtis pour le 200 mètres, Romain Ménil, le perchiste qui vient de réaliser la meilleure performance de la saison, et Manuela Montebrun pour le lancer de marteau. Reportage Manuel Tissier, Frédéric Pascal.
Une photo de famille qui vaudra peut-être de l'or. Parmi les 69 sélectionnés français pour les mondiaux, Muriel Urtis, Romain Ménil et Manuela Montebrun visent la plus haute marche du podium. Ménil vole déjà très haut. Le perchiste détient la meilleure performance mondiale de la saison. L'éternel espoir s'est enfin mis au travail sérieusement et ses performances décollent au bon moment. 26 ans, c'est un âge qui commence à être mûr pour le saut à la perche, puisqu'il faut quand même une bonne dizaine d'années pour vraiment se sentir réellement perchiste et contrôler un petit peu tous les paramètres du saut à la perche, et ils sont nombreux. À 24 ans, Muriel Urtis est déjà la meilleure sur 200 mètres en Europe. L'an dernier, elle a dominé sa discipline, mais la semaine prochaine, elle comptera sur le public du Stade de France pour conquérir le monde. En Seine-Saint-Denis, son département de naissance, elle sera au centre de tous les regards. J'ai le souvenir du Stade de France, lors du meeting du Stade de France en début juillet, où j'ai vraiment entendu les encouragements du public durant la course. Et c'est vrai que c'est rare d'entendre le public lors d'une course, parce qu'on est assez concentré. C'est vrai que dans la course, ça m'a fait plaisir et ça m'a poussé. Manuela Montebrun, la moins connue des championnes françaises, est aussi favorite. Son marteau de 4 kg, elle l'a lancé plus loin que toutes ses concurrentes cette année. 3e l'an dernier des championnats d'Europe. Ne lui dites pas qu'elle sera peut-être championne du monde. Il y a d'autres personnes en équipe de France, tous les athlètes ont leur chance au championnat, je pense. Donc voilà, faut arrêter de cadrer sur certaines personnes, faut élargir l'horizon. 3 médailles, c'est l'objectif minimum. Mais avec Christine Aron, Mehdi Bala ou encore le capitaine des Bleus, Diagana, les Français peuvent en décrocher le double. Emmanuel Béard est notre invité pour nous parler de son rôle dans le dernier film d'André Téchiné, Les Égarés, qui sort demain sur les écrans. Vous y incarnez le personnage d'Odile, une jeune veuve guidant ses enfants dans l'exode de 1940. On en parle tout de suite après le reportage de Pascal Deschamps et Nadine Picard. Il y a 2 ans, ils ont tourné ensemble. Chaque fois qu'Emmanuel Béard a gravi les marches du Palais des Festivals de Cannes, c'était pour prendre un risque, prêter son statut de star à une œuvre personnelle, originale, telle Ces Égarés, signé André Téchiné. Juin 40, Odile fuit Paris avec ses 2 enfants. Sur les routes de l'Exode, elle rencontre Yvan, un adolescent solitaire avec lequel elle s'enfonce dans la campagne. Je dirais pas d'habiter là-dedans. Si nous rentrons dans cette maison, ce sera juste pour téléphoner et demander de l'aide. Ensemble, ils vont vivre loin de l'histoire et de son fracas, égarés comme perdus, hors du temps. On est bien ici. On va rester longtemps. Ça me dirait un peu de vin, j'ai vu des bouteilles. J'ai été très séduit par cette petite cellule familiale, quoi. Cette mère avec ses 2 enfants qui veut essayer de se mettre à la hauteur du pire, enfin ce qui est extrêmement difficile. Et puis cet inconnu qui lui vient d'un autre horizon et dont l'identité reste mystérieuse. J'ai jamais été à l'école, je sais écrire. Qui est ce garçon? Est-il dangereux? Une atmosphère lourde de menaces. Un égarement des sens et des sentiments aussi. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse chez moi? Emmanuel Béard y joue tout en subtilité une femme dont les certitudes sont ébranlées. 12 ans après un autre film intimiste, J'embrasse pas, elle retrouve André Téchiné. J'avais été, si vous voulez, très frappé par son courage, son côté petit soldat. C'est quelque chose de batailleur. Enfin, c'est une véritable bombe. Je crois qu'elle n'avait pas été souvent mère au cinéma. Et donc, ça m'a excité beaucoup. Et Dieu merci, l'excitation a été réciproque. Les Égarés ou la rencontre d'êtres que tout sépare. Ils vont vivre une histoire improbable, volée au monde qui les entoure. Emmanuel Béard, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? C'est le fait que finalement cette guerre, eh bien, elle a cassé tous les repères que les personnages avaient avant la guerre. Oui, c'est-à-dire que Téchiné parte d'un drame collectif à l'intimité de ce quatuor qui va se retrouver comme ça, effectivement, hors du temps, avec une sensation toujours tout au long du film, de quelque chose qui est sur un fil, qui est fragile, une histoire peut-être éphémère dont on ne connaîtra pas les conséquences, les séquelles. C'est aussi le fait d'interpréter une femme, une mère, qui a le sens du devoir, de la responsabilité, et qui a cette sensation terrible tout d'un coup de ne plus assurer, de ne plus être même digne du mot de mère. Et c'est aussi, je dirais, le fait que chacun de ces 4 personnages finalement change de rôle. Le fils devient le père, ce jeune homme de 17 ans prend une place et réveille chez elle quelque chose qu'elle n'aura sans doute jamais connu avant. Cette mère bascule. Et j'étais très touchée par la fragilité, par l'émotion, par le lien tissé comme ça par Téchiné, par l'histoire entre ces personnages. Justement, André Téchiné, on l'entendit, disait de vous que vous étiez un petit soldat, vous êtes très combative sur le tournage. C'est comme ça que vous concevez votre métier d'acteur? Non,
Pas comme un combat, pas comme la guerre. Je le conçois au contraire comme l'amour, comme une histoire d'amour. Mais en même temps, il y a toujours chez moi quelque chose qui est extrêmement volontaire. Mais volontaire parce que donner la vie, c'est quelque chose de difficile. C'est une responsabilité incroyable. Et que quand un metteur en scène vous confie un rôle comme celui-là, il y a effectivement quelque chose qui est... C'est pas la guerre, c'est une énergie incroyable. Voilà, un lieu d'éveil. Quelque chose qui fait que tout d'un coup, tous les sens sont en éveil. Et on sent que dans le ventre, dans la tête, voilà, tout est en train de grandir pour mettre au monde. Alors, je sais que pendant ce tournage, vous avez fait venir vos enfants. Pour vous, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas être actrice et oublier que vous êtes mère ? C'était tout à fait compatible avec le rôle. Je crois que ce rôle, j'ai pu l'interpréter parce que je sais aussi ce que c'est que d'avoir envie de protéger l'autre, le petit, celui qu'on a mis au monde. Je sais ce que c'est que ces moments où tout d'un coup, les mères... Enfin, cette femme, elle est finalement... cette femme est représentative de enfin, c'est une chose Oui, c'est une chose qu'on a toutes forcément connue. Il y a un très très joli moment dans le film où elle va pour s'écrouler et à ce moment-là, juste son enfant arrive, sa petite fille de 9 ans arrive, elle détourne le visage et elle le retourne vers sa fille avec un grand sourire. Voilà, c'est... En quelques mots, vous venez de rentrer dimanche dernier dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Pour vous, c'est quoi? C'est une reconnaissance de votre carrière, de votre image de femme moderne? Je sais pas, je pense que ce qui me fait plaisir dans ce top 50, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais ça veut dire quelque chose, je pense que ce qui me fait plaisir, c'est finalement, c'est sans doute pas seulement l'actrice, c'est aussi peut-être la femme, la mère, c'est peut-être aussi, je l'espère, cet engagement avec l'UNICEF depuis 6 ans, et d'ailleurs le début de l'information est une chose enfin c'est difficile pour moi là d'intervenir comme ça, mais je crois que c'est un mélange, je ne compartimente pas les choses, c'est un mélange de tout ça qui fait que peut-être aujourd'hui, si je suis rentrée dans leur cœur, en tout cas ils sont rentrés dans le mien aussi, c'est un échange, c'est pas à sens unique. Merci beaucoup Emmanuelle Béard. Les Égarés, c'est à partir de demain sur les écrans. Merci beaucoup. Pour les milliers de touristes qui viennent en Bretagne, la gastronomie de l'été, ce sont bien sûr les crêpes. Nicolas Lemarinier et Christian Leroux ont déniché un petit établissement où l'on peut encore déguster des crêpes à l'ancienne. À l'abri des remparts de la ville close de Concarneau, on trouve toutes sortes d'artistes. Mais les vrais virtuoses, ce sont Louise et Yveline, les reines de la crêpe, paraît-il. On se demande pourquoi on dit toujours c'est nous les meilleurs. On se demande. On entend ça tous les jours. Il faut dire que nous, on fait la qualité, passe avant le business aussi. Le secret de la qualité, il se cache derrière la façade de leur crêperie depuis des années. En 1972, la mère, Louise, laisse son travail à la criée pour aider sa fille à ouvrir son établissement. Louise prend les commandes de la cuisine, Yveline sera serveuse. Je commande à étaler. La mère, au caractère bien trempé, garde farouchement la recette de sa pâte. Tout juste consent-elle à donner quelques conseils de fabrication. Faut que ce soit bien uniforme, c'est pas grave s'il y a des trous. Là, c'est au contraire, c'est mieux. C'est mieux. Ici, pas d'extravagance sur la carte. Trop compliqué, c'est pas bien. Hein ouais. Là, c'est normal. C'est une complète, ça, avec du lard, avec de l'andouille ou avec du jambon. Dans la petite salle, les plats sont rares et il faut se montrer humble pour faire partie de la trentaine de privilégiés servis chaque jour. Elles sont excellentes. Il y a une ambiance. C'est convivial. Bien à la maison. En fait, on se sent chez soi. Ouais, c'est une deuxième maison. Parents. Ouais. Hier était là avec sa grand-mère. Sur les murs, les deux crêpières ont accroché des photos d'autrefois. La crêperie de Louise et Yveline, c'est un des derniers lieux où se réfugie la tradition de la crêpe bretonne. Le métier se perd, hein, parce que maintenant, les gens, ils en font, mais beaucoup de réchauffer. Hein. J'imagine que vous êtes admiratif de votre mère, alors. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est très très dur. Hein. Et à son âge, il n'y a plus personne qui fait des crêpes. Chaque été, le flot de touristes est de plus en plus important. Chaque année ou presque, une nouvelle crêperie s'ouvre dans la ville close, mais la mère et la fille, elles, on ne les changera pas. Voilà, avant de clore cette édition, je reviens sur cette information que je vous donnais en cours de journal. Une bombe a explosé il y a quelques instants à bord d'un autobus dans la partie ouest de Jérusalem. Vous le voyez sur ces images. Il y aurait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Il s'agirait, selon la police israélienne, d'un attentat suicide. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette explosion dans un autobus dans la partie ouest de Jérusalem. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo d'Isabelle Martinet. 20h55, Little Buddha.
À 1h03, le dernier journal vous sera présenté par Alexandre Cara. Excellente fin de soirée sur France 2. À demain.